Et bonjour à tous, c'est un énorme plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez peut-être vu, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie de ma part. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, parce qu'on va parler en fait d'une review d'un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, que j'ai eu envie aussi de partager avec vous, pour la simple raison que peut-être vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'un petit peu de psychologie et de volonté, en termes scientifiques tout simplement, parce que je me suis rendu compte que en tapant sur YouTube le mot rien que volonté par exemple, vous allez tomber sur beaucoup de vidéos un petit peu qu'on appelle putaclic, hein. Faut être honnête, qui vont vous parler de comment changer sa vie par rapport à la volonté, comment gagner de l'argent même avec ça, comment on peut faire pour travailler, en tout cas pour s'en servir tous les jours, sans être forcément concret, hein. Donc c'est vraiment des vidéos de développement de soi qui vont voilà, partir sur changer votre vie tout simplement. Et je trouvais qu'il y avait justement aucune vidéo, un rapport avec la volonté en manière scientifique, tout simplement, étudiée par des psychologues. Donc on va en parler de ce bouquin, effectivement, que je vais vous montrer, mais aussi je vais vous le découper, on va dire, en plusieurs parties pour vous parler des points qui m'ont semblé le plus intéressants, que vous pouvez utiliser aussi dans la vie de tous les jours, en pensant justement à ce que je vais vous expliquer. Donc là, je vais vous le montrer tout de suite. Là, on l'a tout de suite là, voilà. Donc vous le voyez, le pouvoir de la volonté, la nouvelle science du self-control. Voilà. Donc le mot science est assez important sur ce titre-là. Donc il a été écrit par Baumeister et Tierney, deux psychologues américains qui sont assez réputés sur le sujet, hein, puisque leurs travaux, grâce à ce livre forcément, ont fait office de référence par la suite sur la volonté, puisque pendant longtemps on n'avait pas forcément travaillé là-dessus en psychologie, parce qu'on pensait que c'était soit inné, soit c'était pas de manière quantifiable justement, donc on va en parler tout de suite. Donc on pensait que ça méritait pas forcément des travaux. Et puis dans les années 90, Baumeister, psychologue qui avait déjà fait des études là-dessus 30 ans auparavant, a décidé de reprendre le sujet. Et effectivement, il a bien fait parce que il y a pas mal à faire. Donc voilà, on va commencer directement. Donc le livre, il fait 400 pages hein, au niveau des infos pratiques à savoir. Il se lit assez facilement, pas très technique. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils décrivent beaucoup d'expériences, évidemment, d'éminents psychologues sur le sujet qui permettent d'être plus concrets et sortir un petit peu de la théorie. Donc il fait 10 chapitres aussi. Alors moi, j'ai choisi de pas vous parler forcément des 5 derniers chapitres qui sont pas inintéressants, mais je pense sont pas les plus fondamentaux. Donc là, vraiment, je vais vous présenter synthétiquement ce que j'ai retenu et qui, je pense, est le plus intéressant au niveau du bouquin, puisque il y a une partie sur la religion et l'alcoolisme, comment en sortir. Donc ça, c'est très à l'américaine, si vous voulez, ainsi que pour les parties sur les régimes. Comment lutter contre ça. Donc, personnellement, je ne suis pas concerné, mais ça peut vous intéresser si vous cherchez à avoir une meilleure volonté au niveau de régime, mais c'est très à l'américaine, donc ça a des références surtout des missions d'auteurs qui sont américains, donc ça rentre pas trop en France. Donc là, on sait déjà par le premier chapitre du bouquin, alors lui qui parle en fait de la volonté, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est quantifiable. C'est-à-dire que les psychologues se sont rendus compte qu'en fait, on avait une sorte de base de données, hein, une limite de volonté qu'on a au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous vous levez le matin, vous usez déjà de volonté. Donc voilà, vous allez devoir vous lever à une certaine heure, choisir ce que vous allez manger, partir au taf, tout ça, ça va être contre votre envie même, hein, première. Donc vous allez devoir user de volonté, et ce stock-là va se vider au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire qu'après que vous ayez affronté les embouteillages, votre collègue qui vous raconte sa vie alors que vous n'en avez rien à foutre au boulot, un patron qui vous tombe dessus, au niveau social, vous n'allez pas pouvoir dire bah, je m'en fous, j'envoie tout chier, voilà, ça m'intéresse pas. Du coup, vous allez devoir faire preuve de volonté et de donner une bonne image par rapport à ça. Vous contenir vous-même, tout simplement. Et ça, mécaniquement, vous allez vous retrouver avec un stock beaucoup plus réduit à arriver à la fin de la journée. C'est ce qu'ils expliquent en disant tout simplement que souvent, vers la fin de la journée, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, votre conjoint, votre conjointe, c'est plutôt le moment où on se prend la tête à ce moment-là, tout simplement pas parce qu'on n'a pas envie d'écouter forcément, parce qu'on n'a plus de volonté après toutes les décisions et tout ce qu'on a dû faire à la journée. Donc bien sûr, c'est pas forcément des décisions extraordinaires, hein. Ça peut être ne serait-ce que choisir entre prendre un gâteau le matin ou des fruits et légumes. Voilà, c'est déjà quelque chose qui fait appel à votre volonté. Et ça, c'est quantifiable, tout simplement. Ils l'ont montré pourquoi. Parce que
Et justement, ils en parlent beaucoup dans le bouquin, montré beaucoup d'expériences là-dessus pour être certain, hein. Parce qu'en fait, en psychologie, le plus dur, c'est pas de trouver une théorie, c'est de démontrer qu'elle est vraie en trouvant les expériences qui vont concrétiser votre théorie, tout simplement. C'est ça le plus difficile. Et donc, ils ont pris par exemple un exemple, ils ont pris trois groupes différents, c'est-à-dire qui devaient regarder un film, tout simplement, des étudiants. Le premier groupe devait exacerber ses émotions, les montrer plus que de mesure. Le deuxième groupe devait justement pas montrer ses émotions, faire vraiment esprit consciemment de montrer rien du tout. Et enfin, le troisième groupe, on leur a rien dit, juste regarder le film tranquillement. Donc, juste après avoir vu ce film, qui était forcément un film triste, qui faisait appel à l'émotion, les personnes devaient résoudre un problème de géométrie, de maths, peu importe. Et il s'est avéré que les deux premiers, donc, ont dû exacerber leurs émotions et les autres les réfréner, restaient beaucoup moins de temps concentrés sur le problème. Tout simplement parce qu'ils avaient déjà dû faire appel à leur volonté par rapport à ce qu'on leur avait demandé. Pardon. Du coup, ils en avaient beaucoup moins pour résoudre ce problème. Ils abandonnaient beaucoup plus vite, à peu près 2 fois et demi plus vite que l'autre groupe à qui on avait justement rien demandé. Ça, c'est les premiers points qu'on peut s'appliquer tous les jours. Donc voilà, premier conseil déjà, si la journée vous arrivez fatigué ou quoi, pensez à prendre un moment avant d'arriver chez vous ou quoi, pause pour vous détendre, et après revenir avec un maximum de volonté. Et pourquoi, et comment en tout cas, augmenter ce fameux stock de volonté? Ben justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un carburant, hein, donc qui était le glucose, tout simplement le sucre, qui rentre directement dans le sang et qui va tout simplement nourrir votre cerveau et qui va vous permettre de retrouver la volonté de pouvoir prendre des décisions par la suite. Donc ça, ils ont fait le même test que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ils ont demandé à deux groupes distincts entre ceux qui avaient mangé quelque chose de sucré et ceux qui avaient mangé autre chose qui ne contenait pas de sucre, tout simplement. Et c'est avéré, voilà, la même chose, c'est-à-dire que ceux qui avaient mangé du sucre étaient beaucoup plus concentrés. Ils arrivaient à mieux tenir le problème, à rester plus longtemps, tandis que ceux qui n'avaient pas mangé, hein, donc depuis un petit moment, étaient beaucoup moins concentrés et à lâcher le problème beaucoup plus rapidement. Donc le sucre, il le recommande pas sous sa forme, c'est-à-dire la plus pure, tout ce qui est bonbon ou un morceau de sucre, ouais, tout simplement, mais de le prendre par exemple sous des sucres lents qui vont être plus longs dans le corps et vous allez avoir moins cette sensation d'assèchement au niveau du manque de sucre avec des sucres lents comme des amandes, des fruits secs, surtout ça marche bien, plutôt que quelque chose de très sucré qui va rentrer très vite, mais le manque va aussi venir très vite. Donc ça c'est le carburant de la volonté, du self-control, hein, si vous suivez bien du coup, à travers le sucre. Donc ensuite ils ont expliqué aussi une autre méthode qui permettait de pallier à ce manque de volonté parfois, c'est la méthode GTD qu'on appelle, donc Getting Done Time, c'est-à-dire c'est une méthode américaine qui est assez connue, GTD là-bas, qui donc comme le titre l'indique, Getting Done, pardon, qui demande. Voilà, par exemple, ils ont expliqué le cas d'un grand chef d'entreprise qui avait toujours son bureau rempli de papiers, de choses qu'il n'arrivait pas à finir à temps. Il remettait sans arrêt les choses à plus loin dans le temps. Du coup, il n'effectuait pas les tâches qu'il devait faire à la journée. Et donc, il y a la personne qui a inventé cette méthode-là aux États-Unis qui a commencé à venir le voir et qui lui a expliqué comment organiser les choses par ordre on va dire, d'importance. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Comment débarrasser son bureau, mettre ce qui est vraiment pas important à plus tard dans des dossiers spécifiques qu'il pourra retrouver et qui va numéroter par rapport au niveau de la date chronologiquement. Ce qui lui permettait à lui, au chef d'entreprise, de se retrouver et de vraiment cette fois effectuer les actions plutôt que les reporter sans arrêt. C'est-à-dire qu'il existe un sentiment qu'on appelle ça l'effet Zeigarnik. Donc c'est un autre psychologue qui a inventé cet effet-là, qui porte son nom, qui est en fait, si vous voulez, quand vous réalisez une tâche et que vous n'avez pas fini ce que vous avez à faire avant, votre cerveau va être beaucoup moins concentré. Vous pouvez l'essayer, je pense que tout le monde l'a déjà eu au moins une fois dans sa vie. Vous faites quelque chose et puis sans arrêt vous pensez, tiens, j'ai oublié quelque chose, est-ce que j'aurais pas dû finir quelque chose, et ça vous prend la tête. Ça vous prend tellement la tête que ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, vous êtes beaucoup moins concentré, vous le faites mal, ou tout simplement vous le faites pas. Et c'est en fait, c'est que le corps, le cerveau plutôt, a une partie qui vous renvoie l'information sans arrêt, jusqu'à que vous la fassiez. Parce que quand vous laissez en suspens quelque chose, ça dérange l'esprit tout simplement, et votre cerveau vous le rappelle inconsciemment. Que vous n'avez pas à savoir d'où ça vient, mais voilà. Donc le plus important, c'est par exemple de ménager son temps. Donc s'il doit envoyer un mail à tel temps, par exemple de le faire, ça prend que 2 minutes. Et les tâches qui sont beaucoup plus longues, les reporter à plus tard. Parce que lui, le cas de chef d'entreprise, donc il accumulait, mais à force, il faisait jamais exactement ce qu'il devait faire. Donc du coup, il avait l'impression d'être sans arrêt débordé, alors que c'est juste une question d'organisation du temps et de son espace en fait.
Donc par cet effet-là, ce qu'ils veulent faire comprendre, c'est que si vous voulez être efficace en termes de volonté, déjà réalisez exactement ce que vous avez à faire. Ne commencez pas à vous éparpiller sur 10 000 choses à la fois. C'est comme les bonnes volontés le jour du nouvel an, hein. Si vous en avez 50, vous avez très peu de chances d'en faire. Mieux vaut en avoir une que vous êtes quasiment sûr de terminer, en tout cas d'aller jusqu'au bout, de vraiment la faire, parce que le fait que ça va être matérialisé, c'est-à-dire que ce soit fait, que ce soit écrit, par exemple, j'ai fait ça, ou alors ça y est, c'est terminé, en voyant tout simplement le résultat, votre cerveau va passer à autre chose, et vous serez tout simplement plus concentré. Donc c'est dans ce sens-là que c'est très important de réaliser les choses plutôt que de s'éparpiller. Voilà. Alors, ça paraît simple comme ça, mais je pense qu'on a surtout dans la société actuelle tendance justement à vouloir tout faire à la fois. Rien que si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous avez au moins 3 ou 4 liens à côté, 3 ou 4 pages qui sont ouvertes en même temps. Et on est tous dans le même cas, et ça, notre cerveau a beaucoup de mal à se concentrer par rapport à ça. Tout simplement parce que dans l'humanité, on n'a pas été programmé pour faire ça. Donc ensuite, on a une petite expérience qui était décrite dans le bouquin et que j'aimais bien, et qui renvoie à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le sucre, où ils ont observé un groupe de juges en Israël qui devaient prendre des décisions par rapport à 4 personnes, qui avaient, alors, ça qui est intéressant, les 4 avaient à peu près le même crime, ils avaient le même nombre d'années de sentence au niveau de la prison, et le même crime que je vous ai expliqué. Donc, ils ont regardé un peu comment ils prenaient leurs décisions, parce que tous les grands décisionnaires, que ce soit chefs d'entreprise ou autres, si vous voulez, c'est eux qui sont le plus susceptibles justement de faire des erreurs qui paraissent totalement idiotes, mais parce que à la fin de la journée, ils ont absolument plus aucune volonté. Parce que le plus dur dans la volonté, dans l'acte de prendre une décision, c'est vraiment de l'effectuer. C'est pas le temps de choisir entre deux solutions, c'est de l'effectuer et voilà, d'arrêter là juste après. C'est ça qui est le plus dur et qui consomme le plus de volonté. Et donc ils ont observé, et alors ils ont regardé par rapport sur plusieurs semaines, avec les personnes qui avaient le même type de profil, pourquoi certains avaient leur dossier qui était accepté. Donc on avait presque 70% des personnes qui étaient acceptées à une certaine heure, et 30% des autres qui étaient refusées. Alors pourtant ils avaient le même dossier. Donc ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens qui passaient en premier, donc au tout début de la journée, mettez-vous à la place du juge, il est 8h, il vient de se lever, prendre son petit déjeuner, avec un peu de chance, et là ils doivent prendre la décision qui va changer peut-être la vie d'un homme, c'est-à-dire est-ce qu'on le remet en liberté conditionnelle ou non. Et ils se sont rendus compte donc à des heures précises, c'est-à-dire à 8h du matin, à midi et demi après le déjeuner tout simplement, et enfin à 14h. C'est là où on avait beaucoup plus de chances que la décision soit positive. C'est-à-dire que les personnes qui se sont retrouvées dans ces créneaux-là ont eu leurs demandes qui ont été favorables, acceptées. À 60% jusqu'à 70%. Tandis que les personnes qui passaient disons à 9h30, 10h, avant la pause déjeuner, je pense que vous voyez où je veux en venir, ou tout simplement ceux qui passaient avant midi, avant qu'ils aillent manger, ou encore pire, à la fin de la soirée, c'est-à-dire à 5h30, 6h, quand les juges finissaient leur journée, eux, dans la majorité des cas, c'est-à-dire à plus de 70%, étaient refusés. Alors que c'était, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près les mêmes profils. Tout simplement parce que les juges à ce moment-là n'avaient pas pris forcément leur déjeuner, n'avaient pas leur dose de glucose dans le sang, donc n'étaient pas forcément concentrés. Donc à ce moment-là, comme ils avaient une certaine fatigue qui se ressentait à force de devoir justement prendre des décisions sans donner forcément carburant à leur corps, n'étaient pas aptes à vouloir être donné une mention favorable. Parce qu'ils se concentraient beaucoup moins, ils avaient plus de mal à décider, à choisir entre les deux, à cause de juste cet élément-là. Qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est qu'on veut dire, c'est quelque chose que on vous dit peut-être assez souvent dans la vie de tous les jours. Si vous avez un concours ou un examen important à passer, essayez de vous arranger pour pas passer en dernier. Et surtout pas avant les heures que je viens de vous décrire, avant que vous savez la pause déjeuner ou quoi que ce soit. Parce que ça va mettre la personne dans une très mauvaise optique et que ça va jouer absolument contre vous. Donc c'est totalement humain, mais malheureusement on peut pas, si vous voulez, on peut pas le lier, on peut pas le régler. C'est pas notre facteur quoi. Donc maintenant que vous savez ça, voilà, essayez de composer par rapport à ça. Et ça a été vérifié comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est quelque chose qui se vérifie au quotidien et donc très important. Et enfin, pour le dernier point du livre en tout cas qui m'a bien plu, c'est qu'ils ont comparé, si vous voulez, au niveau de la volonté par rapport à des familles qui étaient monoparentales et celles qui l'étaient pas. C'est-à-dire que même si on s'en doutait un petit peu, au niveau des familles qui sont monoparentales, un mère ou un père tout seul, qui devaient élever leur enfant tout seul, encore une fois, les enfants en question avaient beaucoup moins de volonté, arrivés à l'âge adulte, avaient plus de problèmes.
que ce soit des crimes, des délits, tout simplement d'avoir fait des études moins importantes, d'avoir des postes à moindre responsabilité que ceux qui avaient été particulièrement surveillés par leurs parents, tout simplement, qui avaient été tenus, même on peut dire, voilà, serrés, comme on dit dans le langage courant. Parce que tout simplement, la personne, quand elle rentre du travail, qu'elle doit tout gérer de front, la cuisine, les enfants, sa carrière, sa volonté est très faible arrivé le soir, on a usé toute notre volonté la journée, et c'est très difficile d'en avoir assez pour dire à l'enfant, là tu dois pas faire ci, là tu dois pas faire comme ça, là on lui met des cadres, des limites. Donc malheureusement ça joue sur l'enfant, sur la personne, et par l'âge adulte on s'est rendu compte que tout simplement elle faisait preuve de beaucoup moins de volonté dans sa vie, et elle était plus encline à prendre des actes qui vont aller contre elle. Et pour aller même plus loin par rapport à ça, ils sont servis d'une expérience, encore une fois, qui mettait juste des enfants entre 4 et 6 ans, qui devaient choisir entre manger un chamallow directement, donc ils étaient là posés sur la table, et le psychologue leur disait, si vous le mangez pas, et que dans 15 minutes on revient et que vous l'avez toujours pas mangé, tu auras une récompense supérieure. C'est-à-dire tu auras un plus gros chamallow, ou alors tout simplement un chamallow deux chamallows, voilà, on va y arriver, deux chamallows plutôt qu'un seul. Donc ils ont calculé, ils ont regardé par rapport évidemment le nombre d'enfants qui attendaient les 15 minutes, ils étaient évidemment minoritaires, hein, autour de 20% je crois au niveau des expériences. Et par la suite, comme je vous expliquais, ils ont repris ces mêmes enfants 20 ans plus tard. Et effectivement, ça s'est avéré que quantitativement, ils avaient beaucoup plus de soucis que les enfants qui n'avaient pas fait preuve de volonté. Voilà, tout simplement. Donc tous ces facteurs-là, si vous voulez, ça prouve qu'il faut travailler ce self-control, travailler cette volonté un peu tous les jours. Donc il y a différents moyens, comme ça que je vous disais, dès que vous vous sentez fatigué, vous savez cette sensation de ne pas pouvoir prendre de décision parce que vous êtes trop fatigué, de prendre du sucre, de se calmer 5 minutes, de se poser et essayer de s'y remettre après. Et au quotidien, par exemple, ça peut être si vous êtes droitier et que vous brossez les dents la main droite, hein, comme la plupart des gens, essayez avec la main gauche. Ça va vous demander un effort de volonté parce que votre cerveau est habitué à la main droite. Ou tout simplement changer de régime alimentaire. Ça va vous demander une volonté parce que votre cerveau est habitué. Et tout ça, c'est des points qui sont extrêmement importants et qu'on peut, je pense, travailler tous les jours. Et je pense aussi que je vous apprendrai rien en disant qu'ils expliquent aussi que quand on est plusieurs, la volonté est évidemment plus importante. Si vous engagez tout seul face à un miroir, hein, eh bien écoutez, ça va pas forcément donner quelque chose de bon si vous êtes tout seul à vous dire il faut absolument que j'économise ou que j'arrête d'acheter tel type d'objet. Tout seul, ça va pas être génial. Par contre, si vous le dites à tous vos amis et à toute votre famille, voilà, j'ai pris la décision d'arrêter l'alcool ou d'arrêter de dépenser de l'argent comme ça, socialement, vous n'allez pas avoir envie d'être ridiculisé, donc ça va vous mettre, si vous voulez, en position de faiblesse, entre guillemets, parce que vous êtes engagé avec les personnes qui vous sont chères. Et grâce à ça, il y a beaucoup plus de chances que bien, vous tenez vos engagements. Donc si je résumais, donc, comme je vous ai expliqué, la volonté c'est quelque chose de quantifiable, qui va s'user au fil du temps. Voilà. La volonté peut être réglée entre guillemets en faisant des exercices tous les jours, en vous forçant à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude contre votre propre volonté. Et enfin, elle peut être alimentée par rapport au sucre, par rapport au glucose, souvent avec des sucres lents qui sont privilégiés quand même pour retrouver cette espèce de volonté en soi. Et bien sûr, le dernier point peut-être, c'est pas tant le fait de choisir entre deux solutions qui est difficile, c'est le fait de l'appliquer et de se dire voilà, j'ai pris le choix de cette décision, je pourrais pas revenir sur l'autre décision. Et ça frustre la plupart des humains. Donc voilà, ces études, elles ont été menées, donc je vous disais, dans les années 90. La sortie de ce livre avait effectivement fait beaucoup parler d'elle, en psychologie en tout cas sociale, parce qu'on est en psychosocial, ça avait fait beaucoup de bruit. Maintenant, j'ai lu il y a pas longtemps qu'il y avait scientifique qui avait remis en question statistiquement tout ce que je viens de vous dire, les études, même les psychologues ont travaillé sur ce bouquin et remettent en question leurs travaux plutôt. Et bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ce que cette personne a dit, mais vous verrez, vous tapez sur Google le pouvoir de la volonté, vous verrez quelqu'un qui parle justement du bouquin et qui remet tout ça en question. Pour lui, c'est pas forcément vrai ce qu'ils disent, mais pour moi en tout cas, je pense c'est intéressant de savoir ça et scientifiquement d'avoir les preuves qui sont décrites dans ce bouquin. Donc voilà, ça peut vous donner envie d'aller plus loin. Comme je vous ai expliqué, il y a des chapitres qui je vous parlerai pas, qui sont pas forcément intéressants. Mais en tout cas, de tout ce que je viens de vous dire, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre le bouquin, il coûte aux alentours de 10-11 € normalement. Il se lit assez facilement, même s'il y a 420 pages,
c'est pas très technique, donc ça va vous permettre de vous donner des petites pistes et de comprendre un petit peu mieux ce mécanisme-là. Voilà, et donc il n'y a qu'en lisant forcément le bouquin, et justement ça rejoint une partie de ce qu'il disait, c'est que maintenant on vit dans une société où on est sans arrêt devant les écrans, etc. On va pas refaire le film. Et du coup, ça peut, les publicitaires, les émissions de télé, ils connaissent ce principe pardon, là, de la volonté en vous faisant passer des programmes, des choses qui font appel à très peu de volonté. Donc ils vont vous donner envie de rester devant l'écran. Parce que forcément, si vous faites l'inverse, vous partirez. Tandis que la lecture, et c'est un des points qui est assez intéressant, vous oblige justement à faire preuve de volonté et à vous concentrer sur quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas lire avec du bruit derrière ou autre. Enfin, le dernier point qui va intéresser les joueurs, je pense, comme moi, ce qu'il a été prouvé, donc, que les jeux vidéo, de manière générale, augmentaient aussi la volonté. Hein. Donc, c'est-à-dire, souvent, quand vous avez un objectif, je pense à World of Warcraft, bien sûr, quand vous devez battre un ennemi qui est très puissant et recommencer 50, 100 fois parfois, vous allez mourir en chaîne et puis vous allez être frustré de ne pas réussir. Le fait de recommencer comme ça augmente évidemment, variablement, la volonté. Donc, les jeux vidéo ne ramollissent pas le cerveau et ne font pas baisser la volonté, contrairement à beaucoup de détracteurs qui pourraient le dire, tout simplement. Donc voilà, on remercie les jeux vidéo quelque part pour ça, et vous verrez, on a de plus en plus de logiciels, d'études qui sont portées pour rendre plus agréable en utilisant les mêmes mécanismes que les jeux vidéo, c'est-à-dire les petites récompenses qui vont vous donner d'aller plus loin dans un entraînement, dans un objectif que vous êtes donné. Hein. Ils vont utiliser ces mécanismes-là ludiques hein, grâce aux jeux vidéo. On le retrouve de plus en plus souvent maintenant dans ce genre de logiciel qui vous calcule par exemple combien de mètres vous avez fait tous les jours, est-ce que vous avez assez couru, est-ce que vous avez tant dépensé. Maintenant, voilà, ils se servent un peu comme dans les RPG par objectif. Donc c'est totalement intéressant aussi de se rendre compte que le jeu vidéo aide dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres. On partira un peu plus sur peut-être la philosophie ou la psychologie, hein, parce que c'est quand même des domaines super intéressants et je trouve qu'il y a très très peu de vidéos là-dessus, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc ça peut être sympa et si ça vous donne envie de l'acheter, tant mieux. Moi j'ai rien à y gagner, mais ça vous donnera une certaine culture par rapport à ça et donc qui est toujours appréciable. Donc, voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine et surtout passez une bonne journée. Ciao, ciao.